Mais tu l'avais bien dit, non? Tu l'as pas dit? Oui, oui, si, je... Bon, mesdames, messieurs, je ne vais pas ouvrir la séance du conseil municipal immédiatement, parce que je vais laisser la parole à Cyril Lély, à qui je vais demander de vous présenter, c'était un engagement que nous avions pris, le projet de réaménagement de la gendarmerie impériale à Curial. Qui, autour de l'ensemble des acteurs de cette maison et sous l'impulsion bien sûr de l'Office du tourisme, et puis à l'époque, il y a de ça un an et demi, des acteurs qui travaillaient autour de l'ancien projet Espace, l'ensemble des acteurs ont souhaité repositionner le projet justement pour pouvoir répondre aux attentes nouvelles d'un projet qui était jusqu'alors à des enjeux uniquement scénographiques et muséographiques à des fins de valorisation de l'environnement, et qui dorénavant ont souhaité vraiment travailler un projet beaucoup plus promotionnel de mise en commerce et de développement touristique de l'environnement. Donc le sujet a été traité un petit peu différemment dans ce projet-là. Donc ça, c'est part du constat. Ensuite, comment le groupe de travail constitué s'y est pris, c'est qu'on a mobilisé l'ensemble des acteurs intéressés par les grands objectifs de repositionnement de ce projet-là, et est né donc le projet que je vous présente là, autour de différents, s'inscrivant en tout cas dans le cadre d'une démarche d'attractivité forte et de promotion touristique et environnementale. Alors d'abord, vous rappelez simplement que Chambéry est au cœur d'une stratégie d'attractivité importante qui Ville de Chambéry et Chambéry Métropole notamment poursuivent pour vraiment positionner l'agglomération et le territoire et la ville bien sûr de Chambéry comme étant une plateforme un peu pivot, ce qu'on appelle un hub en termes de développement économique, autour duquel les différents axes de stratégie de développement positionnent l'outdoor comme étant un dénominateur commun. Et donc l'enjeu est de pouvoir vraiment, sur l'attractivité résidentielle, économique et surtout touristique, faire de cet outil-là, qui est donc la Maison de la Montagne, qui sera renommée, un vrai équipement très attractif qui va accélérer, donc, on l'espère, le développement touristique autour de l'itinérance et de l'outdoor. Donc le projet a mobilisé un certain nombre d'acteurs que vous allez voir après. Il a réuni les acteurs qui, très rapidement, étaient capables d'identifier et de stabiliser un nouveau positionnement de projet, comme je vous l'ai indiqué, sur les thématiques de développement économique, de développement touristique, sur les thématiques de valorisation de la montagne, et puis sur ce que pouvait être un espace concept, donc à la faveur d'un important travail de rencontre et d'inventaire des acteurs sur leurs besoins, est né le projet que vous avez sous les yeux, avec un engagement à 3 niveaux des différents partenaires. Il y a le niveau 1 qui constitue les partenaires qui feront la vie de ce bâtiment, donc qui sont donc pour le carré que vous avez là sous les yeux, donc en haut à droite, l'espace Routin. Routin poursuit le vœu, donc c'est l'entreprise locale qui fabrique des sirops et alcools savoyards sur un marketing fondé sur la montagne. Donc c'est le garant de l'aspect un peu immersif, un peu saveur locale. Donc c'est quelque chose auquel on était très attaché sur le plan du développement touristique, d'avoir un acteur et un ambassadeur local qui exporte dans 80 pays du monde entier ses savoir-faire. Donc ça, c'est la partie en haut à droite, donc c'est-à-dire nord-ouest du bâtiment. Ensuite, toute la partie à gauche, donc en haut à gauche, vous avez, c'est-à-dire ça correspond à l'ouverture qui est donnée côté place de la Brigade de Savoie. Sera installé un café thématique qui s'appellera l'Inukchuk Café, composé de dirigeants à très forte valeur ajoutée et compétences dans le domaine de l'itinérance et de l'outdoor. Voilà, et donc on a dans cet espace-là à la fois un café thématique spécifique sur l'outdoor et l'itinérance. Ce café sera adossé
à une boutique commerciale, un magasin de vélos et d'accessoires vélos, de vélos techniques et d'accessoires vélos, notamment positionnés sur des produits là aussi en lien avec l'itinérance, donc la bagagerie, de l'accessoirie numérique, GPS, etc. Sachant que je reviens sur la partie rouge, ce café thématique sera aussi un centre de ressources numériques, documentaires sur toutes les disciplines, outdoor. Alors on ne va pas avoir une grande documentation, c'est l'espace forcément contraint au fond documentaire, mais on a un important centre de ressources qui sera développé sur l'Inukchuk Café. Vous faire la parenthèse aussi, et qui n'en est pas qu'une d'ailleurs, c'est que l'Inukchuk Café travaille vraiment de concert aussi avec l'agence Écomobilité pour le développement de soirées thématiques, d'animation, en lien avec la place de Brigade de Savoie, la place qui est derrière, et en lien avec le développement d'ailleurs d'une vélostation côté sud des bassins de l'agglomération. Et enfin, pour terminer la boucle, enfin le tour, en bas à droite, qui correspond donc au schéma d'implantation des différents espaces, sera implanté plutôt début 2017 cette fois, tandis que les 3 autres espaces s'ouvriront plutôt début novembre. Donc début 2017, pour des raisons de transfert à l'agglomération, sera implanté un office du tourisme spécialisé et dédié à l'outdoor. Donc à terme, l'idée de pouvoir disposer d'un office du tourisme généraliste qui est implanté, lui, place du Palais de Justice, et un office du tourisme dédié à l'outdoor pour le renseignement marchand et non marchand sur tout ce qui est itinérance et les activités physiques de pleine nature, toutes catégories. Voilà. En bas à droite, vous avez l'information touristique. En haut à gauche, c'est-à-dire au café thématique, il y aura l'information technique. Tout est parfaitement imbriqué de façon complémentaire. Et enfin, vous apportez la précision que l'Office du tourisme, dans son volet donc outdoor, son fonctionnement sera aussi permis et sera boosté par la mise en place d'une boutique commerciale sur des produits à forte identité locale et savoyarde, que constituent les partenaires de rang 2. Je vous parlais tout à l'heure de ceux qui font la présence de ce site, c'est les partenaires de rang 1. Les partenaires de rang 2 sont ceux qui, par leurs actions, contribuent à la valeur ajoutée de l'espace. Voilà, donc une importante boutique qui permettra de répondre aux besoins qui étaient grands sur cette clientèle de passage qui attendait justement de l'ancien espace qu'on puisse lui vendre un certain nombre de choses qu'on ne pouvait pas faire. Je vous ai évoqué rapidement la démarche d'attractivité sur l'outdoor qui était engagée pour faire de Chambéry vraiment une plateforme incontournable de l'outdoor. Vous indiquez que ça s'inscrit dans le cadre d'une itinérance et d'un jalonnement d'itinérance assez important. Il y a un certain nombre d'itinérances que vous avez indiquées là qui sont préexistantes, hein, bien sûr, alors par la grande traversée des Alpes, sur les chemins du Soleil, la petite route des Alpes, etc. La petite route du Soleil, pardon. Les grands cols de Savoie, bien sûr, sachant qu'en Savoie, il y a 66 itinéraires cyclo pour 3000 km de route départementale balisée, et on travaille en termes d'aménagement et en termes de promotion sur un certain nombre de développements d'itinéraires en développement, en particulier avec la V63 Véloroute. L'enjeu est de créer une véloroute. Ça, c'est un projet sur lequel on est très très mobilisé avec la Chautagne, l'Albanais, Aix-les-Bains, Cœur de Savoie, et donc nous au niveau de l'Office du tourisme dont on porte le projet au niveau d'Alcotra, c'est que l'enjeu est de pouvoir créer une offre alternative de véloroute entre Chana et Montmélian qui lui, dont l'itinéraire de la V62 poursuit en direction de Grenoble et de Valence. Donc il monte une section dont la plus-value touristique est très très forte, puisque l'enjeu c'est de pouvoir, entre Chana et le Grand Port d'Aix, mettre les vélos sur les bateaux, la compagnie des bateaux, de pouvoir mettre en tourisme le long du lac donc la véloroute, enfin de faire une halte sur Chambéry. Et donc là il y a un enjeu très très fort pour faire consommer le territoire et valoriser le patrimoine culturel pour les cyclotouristes, et enfin terminer par une boucle interprétative œnotouristique sur Cœur de Savoie. Donc c'est un gros travail qu'on est en train d'engager, c'est très important, on espère pouvoir concrétiser tout ça. Voilà, c'est un exemple concret pour vraiment accélérer et renforcer l'attractivité du territoire, d'où l'importance de cet outil qu'est la ruche. Les partenaires, je vous en ai parlé, j'ai inversé 2 pages dans ma présentation, mais ça permet d'aller plus vite. Pour vous dire
Donc les partenaires 1, vous l'avez compris, hein, qui vont faire la vie de ce bâtiment, c'est l'entreprise Routin, qui lui va installer son centre de formation, c'est l'Académie du goût, c'est le centre de formation international des barman et baristas. Donc c'est le mélange des saveurs, hein, des sirops et boissons chaudes, boissons froides. Sachant que Routin fera vraisemblablement la proposition d'ouvrir au public aussi, hein, pour montrer son savoir-faire. Et bien sûr, l'Inukchuk, je vous en ai parlé, ainsi que le magasin et l'Office du tourisme. Et puis le partenaire du rang 2, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est pas exhaustif. Les partenaires de rang 2 sont l'ensemble des partenaires qui sont mobilisés autour du projet. C'est ça crée énormément d'émulation, à tel point qu'on a du mal à la contenir. Bon, tant mieux. Voilà, c'est les moniteurs cyclistes français, c'est les clubs de montagne locaux, on a le CAF, le TECAM, Chambéry Escalade. Il y a la volonté, sans vouloir trahir un secret que seul le SNAM pourrait vous indiquer, mais il y a la volonté, il y a un vrai travail qui est fait pour constituer et créer un bureau des guides et des accompagnateurs de montagne ici sur Chambéry qui aujourd'hui n'existe pas. Donc c'est en faire en quelque sorte de celui-là aussi un incubateur. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très important. L'ensemble des ambassadeurs industriels sont autour de la table pour justement autour de cette boutique qui ai-je oublié. Là vous avez la précision du plan, hein. Bon, c'est juste le schéma réel du schéma d'avant, enfin le plan réel du schéma d'avant que je vous ai présenté, hein. En fait, l'Inukchuk Café, c'est un café vélo et outdoor. Il s'appellera Inukchuk. Alors Inukchuk, pourquoi Inukchuk? C'est un cairn en langage inuit. Voilà, sur l'itinérance, ça se fait beaucoup, c'est connu. Et puis, donc, c'est vraiment un café sur le thème du vélo et de l'outdoor. Et d'ailleurs, les personnes qui viendront prendre leur café pourront faire réparer leur vélo in situ avec le mécano qui réparera le vélo dans le café. C'est quelque chose qui est qui marche énormément. Les différents thèmes, je voulais indiquer. Peut-être un mot sur le calendrier. Avant de vous donner un dernier mot sur le calendrier et de céder la parole à M. Dulin, vous indiquez que, en fait, sur cette maison des parcs, là, on parlait bien sûr du rez-de-chaussée, donc ce projet de la ruche sur le rez-de-chaussée, bien sûr, ne fait pas omettre et ne fait pas oublier tous les acteurs qu'il y a d'implantés dans ce grand bâtiment, alors dont France Bleu, mais aussi beaucoup d'acteurs sur le thème de la montagne. Et ce projet de rez-de-chaussée, c'est quelque part offrir vraiment aux usagers et aux clients une ouverture sur l'outdoor et la montagne dont ils ne disposaient pas forcément avant, autrement que sur l'entrée très environnementale autour des parcs. Voilà, et c'est être la parfaite complémentarité de tout ce qui se passe aussi de bien dans les étages. Un mot sur le calendrier pour vous indiquer donc tout le travail qui a été déjà fait depuis 2015 et début 2016, avec une étude de faisabilité. Bon, je passe très vite pour vous indiquer surtout que l'espace Routin et Inukchuk Café devraient ouvrir début novembre. Voilà, je suis encore un peu approximatif parce qu'on n'a pas le jour près, mais globalement, c'est début novembre. Se traduira corollairement, bien sûr, la mise en place d'animations sur la place de la Brigade de Savoie. Vous y verrez un vrai espace de vie et d'animation autour des pratiques de l'outdoor. Fin d'année, on aura un travail qui est engagé sur la conception et l'habillage de la façade pour mettre en valeur le bâtiment. Concomitamment, on concevra et on aménagera l'espace de l'Office du tourisme intercommunal, qui deviendra donc intercommunal au 1er janvier, et donc pour une ouverture de l'Office du tourisme, lui, pour le dernier quart, début 2017. Voilà, j'espère pas être trop long. Voilà, ça vous dire toute l'émulation et l'attractivité et l'engagement des partenaires autour de ce projet auquel tous croient. Il y a en ce projet-là vraiment une belle dynamique qui est engagée. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Lély, pour cette présentation. Je vais donc maintenant ouvrir formellement la séance de notre conseil municipal. Je vais solliciter Damien Varron pour être le secrétaire de séance. Je vais vous demander s'il y a des observations sur le dernier procès-verbal, sur le dernier relevé. On n'en a pas reçu. J'ai un certain nombre de pouvoirs.
Nathalie Colin-Coquille devra nous quitter pour aller nous représenter. À ce moment-là, c'est Isabelle Rousseau qui aura son pouvoir. Marie-Josée Dussauge devrait nous rejoindre. C'est Françoise Bovier-Lapierre qui a son pouvoir jusqu'à son arrivée. Sylvie Cosca a donné son pouvoir à Muriel Jandet. Bernard Léger nous a déjà rejoint, donc il n'y a pas de problème. Salvatore Nicolosi a donné son pouvoir à Josiane Beau. Pierre Pérez a fini de plaider, il nous a rejoint. C'est bon. Alexandra Turnard a donné son pouvoir à Philippe Bretagnol et Laura Vacher a donné pouvoir à Patrick Croulet. Voilà, j'ai pas d'autres. Pardon. Madame Levrault-Viraud a donné pouvoir à Angela Caprio-Isler. Bernadette Laclais a donné pouvoir à Jean-Benoît Sérinou. Et Edith Livernois a donné pouvoir à Jean-Pierre Ruffier. Voilà. Donc, je vais donner la parole à Xavier Dulin s'il a quelque chose à compléter par rapport à ce qui a été dit par Cyril Lély sur l'évolution de ce dossier. Et ensuite, j'ouvrirai le débat s'il y a des questions. Non, monsieur le maire, je crois que la présentation de Cyril Lély a été suffisamment précise pour qu'on puisse ouvrir le débat. Et puis, nous aurons l'occasion, les uns et les autres, de répondre aux questions qui nous seront posées. Bien. Monsieur Sérino. Merci, monsieur le maire. Je souhaite, en ce début de conseil municipal de rentrée, vous faire part d'un regret. Eh oui, et d'ailleurs, l'actualité est immédiate. Regret de reprendre nos travaux dans des conditions que je vais préciser et un souhait qu'à l'avenir, des méthodes différentes soient mises en œuvre pour le respect de chacun des élus du suffrage universel ici présent. Voilà plus d'un an que nous vous demandons une présentation de ce qui vient de nous être présenté. Nous n'avons même pas eu de présentation dans le cadre du conseil municipal, pas de rapport. On découvre, merci beaucoup à monsieur Lély de nous avoir fait cette présentation, mais on le découvre à l'instant. Hein. Donc ça n'est pas des conditions tout à fait optimales pour en débattre, évidemment. C'est d'autant que c'est maintenant devenu une fâcheuse habitude depuis plusieurs dossiers. Une sorte de politique du fait accompli. Ce fut le cas avec les locaux de l'îlot Pilotaz, qui ont été reconfigurés sans aucune information du conseil municipal. Ce fut également le cas avec les enseignes qui se sont installées sur le terrain de l'ex-Naughty Park au mépris du cahier des charges et sans que le conseil municipal n'en soit avisé. Je rappelle ici que le cahier des charges prévoyait l'installation d'un magasin d'équipement de la maison et non pas ce que vous avez décidé d'accepter au final sans revenir jamais devant le conseil municipal qui pourtant avait validé tout cela. C'est encore le cas ce soir avec le dossier Vetrotex que vous allez nous présenter seulement après nous avoir fait voter 2 rapports liés. Tout est fait à l'envers. Cette méthode est dommageable à la clarté du débat et à son existence même. Sans parler du château d'eau de l'Usina, élément de patrimoine industriel de notre ville dynamité il y a quelques jours, sans préalable et sans avoir informé le conseil municipal qui avait pourtant jugé nécessaire de le conserver à la demande, si mes souvenirs sont bons, express de Xavier Dulin. Last but not least, et oui, il me semble, hein, je crois que vous vous en souvenez. Last but not least, ce fut évidemment le cas du dossier du plan de déplacement urbain, qui anime notre rentrée et qui est l'objet de la colère de milliers de Chambériens que nous avons jugé nécessaire de soutenir jusque devant les tribunaux face à l'inacceptable manque de concertation dont vous avez fait preuve. Ce sujet est important et vous n'avez pas jugé bon de l'inscrire à l'ordre du jour de ce conseil municipal. Un nouveau réseau de bus et un nouveau plan de circulation sont en place depuis 1 mois. Et, au mépris du conseil municipal, vous avez entamé une série de rencontres avec les habitants, c'est tout à fait légitime, mais où sont immanquablement évoquées ces questions et où vous commencez allègrement à établir un certain nombre d'éléments de bilan. Rien ce soir, malheureusement, après 1 mois de mise en œuvre et évidemment beaucoup de choses à dire.
Je ne surprendrai personne en affirmant que de nombreux sont les Chambériens inquiets de ce qu'ils constatent chaque jour en tentant de se déplacer en bus ou de circuler en ville. Je n'évoquerai ici, ce soir, que quelques points noirs qui auraient certainement pu être évités avec une sérieuse et indispensable concertation en amont avec les habitants. Tout d'abord, la suppression non remplacée du centre d'échange des bus unique, qui oblige à des correspondances qui ne fonctionnent pas et qui sont une régression du service notable. Votre stratégie d'ensemble est basée sur une profonde erreur de diagnostic. Une ville comme Chambéry ne nécessite pas une dispersion des pôles d'échange, mais bien au contraire, une convergence en un point unique, accessible à tous. Le système de correspondance ne fonctionne donc pas, les ruptures de charge sont trop nombreuses et poussent les usagers à se poser la question de reprendre leur voiture, ce qui est contraire à l'esprit du PDU. L'avenue des Tucs, deuxième point, et son nouvel arrêt que beaucoup ont déjà baptisé l'arrêt Duc, comme une métaphore du sentiment que donne ce nouveau réseau, réduction du service, encombrement, improvisation, insécurité. L'axe Cognien-Barbera est totalement congestionné, le secteur de la gare défiguré et irrémédiablement figé dans une fonction de tuyau, sauf à défaire ce que vous avez fait sans concertation, et le paradis transformé en un immense giratoire. Les quartiers périphériques de l'hypercentre où les dessertes ont soit disparu, soit ont été fortement réduites. Les scolaires, quotidiennement pénalisés par les ruptures de charges multiples ou par des abandons de dessertes. Plusieurs exemples vont jusqu'à montrer des changements, 3 changements en partant d'un secteur de l'agglo pour aller dans des lycées chambériens quand les lignes n'ont pas été définitivement arrêtées, en tout cas à leur terminus. Enfin, et c'est un élément non négligeable, la non prise en compte des circulations de roues. Ajoutons à cela le saccage de la belle perspective végétale que constituait la jonction Sasson-Vernay, Comte-Vert, Nicolas-Parent, depuis l'extension et réunification du jardin du Vernet. Nous comprenons l'émotion des défenseurs du patrimoine chambérien devant ce massacre inutile d'arbres de qualité sans que cela bénéficie aux habitants et usagers de notre ville. Bref, les contraintes ou dégradations inutilement ajoutées sont importantes, exaspèrent nombre de nos concitoyens. Elles sont le fruit d'un travail bâclé, malgré 2 ans de travail en catimini, sous le sceau du secret. Au-delà de cela, et des difficultés auxquelles chacun finira peut-être par s'habituer, bon gré, mal gré, avec des stratégies d'évitement et de contournement qui n'ont malheureusement pas pu être anticipées faute d'informations, le problème de fond reste et restera toujours le même. Vous n'avez pas voulu écouter les habitants, ni entendre leurs idées d'amélioration de l'ancien réseau de bus. Pire, vous n'avez pas bâti un projet global, cohérent, intégrant les zones que vous avez décidé de délaisser, sans proposer de projet dans la foulée. La désertification quotidienne du boulevard de la Colonne en est un bel exemple. Vous êtes responsable de cette obstination et de votre entêtement sur ce sujet, comme sur bien d'autres, et le fait que cela ne fonctionne pas disqualifie cette méthode que vous avez choisie et que nous condamnons vivement ce soir, comme l'a fait le tribunal administratif de Grenoble. Quand on refuse la concertation, le débat en amont, l'écoute de la parole des usagers, inévitablement, on favorise les frustrations et la colère. Surtout quand ce qui est censé fonctionner s'avère être une véritable pétaudière. Votre principale erreur est aujourd'hui irréparable. Vous avez appliqué à Chambéry, une ville moyenne, une recette d'une grande métropole en supprimant la convergence en un point central de toutes les lignes principales. C'est une faute sur le court et le long terme qui explique d'ores et déjà la grande majorité des difficultés que nous rencontrons, tous en nous déplaçant dans la ville que nous habitons. Où est la réflexion globale à long terme ? Quand daignerez-vous présenter aux Chambériens vos projets qui devront immanquablement intégrer les nouveaux espaces urbains que seront l'écoquartier de Vétrotex, la nouvelle gare multimodale, le quartier de la Castille, le boulevard de la Colonne, la rue de Boine, mais aussi le rôle de la VRU, ainsi que tous les secteurs en construction ou appelés à l'être dans les années à venir sur le territoire de l'agglomération. Vous avez fait le choix d'éviter le débat ce soir pour pouvoir le mener comme vous l'entendez et avec qui vous souhaitez. Cette méthode est scandaleuse.
après les mois de passage en force que vous avez imposés aux Chambériens, ne respectant rien, pas même la justice que nous avons dû solliciter faute d'écoute de votre part. Aujourd'hui, avec de telles méthodes, si peu respectueuses des habitants, une seule question vaut. Mais où donc va Chambéry? Assurément, Monsieur Cerino, ailleurs que là où vous vouliez l'emmener. Ça, c'est clair. Et c'est ce que les Chambériens ont décidé, au cas où vous l'auriez oublié. Monsieur Cerino, on est habitué à vos plaidoiries professorales. Vous avez bien écrit votre discours de manière à ne rien oublier et nous vous remercions pour ce long chapelet. Parce que pour moi, c'est un chapelet qui rassemble tout un tas de trucs qui n'ont pas forcément lien à voir les uns avec les autres. Ce que vous avez oublié de rappeler, Monsieur Cerino, c'est que vous avez retardé de 6 semaines les travaux ce printemps, qui nous ont empêchés de faire durant le mois d'août, période où la circulation était moins importante, tous les réglages qui devaient être faits. Et donc, c'est en circulation qu'un certain nombre de réglages ont dû être faits. C'est notamment le cas de l'ensemble des feux tricolores dans la traversée de Chambéry. Et les Chambériens eux-mêmes se rendent compte aujourd'hui de l'amélioration, puisqu'on reçoit des messages nous disant que les choses se sont améliorées. Quant au réseau de transport, oui, nous avons fait un choix. Mais ce choix, nous l'avions écrit de manière très claire en annonçant dès les élections que nous supprimerions un centre d'échange unique sur le boulevard de la Colonne. Les Chambériens qui utilisent les transports en commun, notamment les lignes cadencées, ne s'y sont pas trompés, puisque en ce fin de mois de septembre, sur le seul mois de septembre, le nombre d'abonnements au réseau du STAC est en augmentation de 30%. J'ai bien dit 30%, M. Cerino. Alors, ces chiffres, parce que je vous rappelle que le STAC est la compétence de l'agglomération et non pas celui de la ville, seront présentés avec d'autres données chiffrées à la prochaine commission des transports de l'agglomération, dont la date a été fixée dès le mois de juin, au 4 octobre, pour avoir le temps de tirer les enseignements de ce qui se passe. Nous avons, comme vous, une présence dans la ville et nous voyons bien là où il y a des difficultés. Il y a notamment une difficulté sur l'axe, vous l'avez dit, entre Cognien et la place et Barbera. Or, sur cet axe, il n'y a pas de modification notoire. Donc, il faut comprendre pourquoi il y a plus de circulation sur cet axe que sur les autres. J'étais encore tout à l'heure dans le secteur du lycée Monge et du Bocage. Il y a un problème au niveau du fonctionnement du giratoire de la place Paul Chevalier, puisque c'est ce giratoire-là, c'est à ce giratoire-là que se forme le début du bouchon qui remonte ensuite dans toute la ville. Or, aucune des croix de ce giratoire n'a été modifiée. Mais, si vous voulez nous donner des leçons en matière de circulation, je vais simplement rappeler qu'à Saint-Alban-l'Ès et à Bassin, c'est vous qui avez conçu le plan de circulation, et depuis 6 mois, malgré toutes les tentatives de réglage de feu, etc., allez voir les riverains, ils vous diront ce qu'il en est, et les commerçants. Donc, nous avons, nous, des réunions de travail qui se déroulent jour après jour pour améliorer les choses. Je le dis, sur le boulevard de la Colonne, sur l'axe de l'avenue des Ducs, les choses vont mieux. Sur les horaires de bus, nous avions dit que nous tiendrions compte de la vitesse réelle de circulation en réajustant les horaires pendant les vacances de la Toussaint. Je confirme donc que cela sera fait, car sur certaines lignes, notamment les lignes chrono, les bus vont un peu plus vite que ce qui avait été prévu. Sur d'autres lignes, chrono toujours, les bus font un peu moins vite que ce qui avait été prévu. Pourtant, ils ont été préparés dans un cas comme dans l'autre avec le même logiciel. Donc, notamment si la vitesse commerciale est un peu plus faible, c'est parce que le nombre de voyageurs est en augmentation sur ces lignes par rapport à ce qu'on avait connu précédemment. Je vous rappelle que le schéma de transport tel qu'il existait, le réseau de transport tel qu'il existait, depuis 2013, était en perte du nombre de voyageurs l'empruntant, et qu'il y avait donc lieu de trouver un rebond pour remettre du monde dans les bus. C'était l'objectif, ça reste l'objectif. Quant aux autres modes de transport, vous suivez de manière régulière, comme moi, les réunions de Chambéry Métropole, et il ne vous aura pas échappé, conformément à ce qui avait été dit il y a plusieurs mois en arrière,
qu'une étude a été lancée avec un cabinet spécialisé pour traiter d'ici la rentrée 2017 l'itinéraire vélo entre le pont Gambetta et la place de la Libération. Dans un deuxième temps ou dans un troisième temps, quand pourront être supprimées les places de parking avenue des Ducs par la création du parking de la place Ravet, on pourra à ce moment-là mettre les bus en site propre sur le morceau qui va de la place du Centenaire à la place de la Libération. Tout cela a déjà été dit dans des réunions précédentes, donc nous sommes dans la même conjonction générale du projet. Sur le reste, M. Serino, concernant Vétrotex, un certain nombre de réunions publiques ont déjà eu lieu. La dernière, elle a eu lieu à l'amphithéâtre de la rue Marcos, si ma mémoire est exacte. Mais on est aux phases de la concertation, on n'est pas aux phases de la décision. Et concernant la cession d'un premier hectare de terrain, oui, nous avions besoin, pour avancer dans la négociation, d'un certain nombre de validations par le conseil municipal, qui va permettre ce soir de vous faire la présentation exacte d'où on en est. En ce qui concerne le château d'eau, Monsieur Serino, vous qui avez si bonne mémoire, pourquoi vous n'avez pas mentionné dans votre propos que le permis de démolir a été délivré avant le 1er avril 2014 ? Voilà, c'était sans doute pour faire plaisir à M. Dulin. Nous n'avions, si l'expertise de l'ensemble du ténement, la structure notamment, avait été satisfaisante, parce que nous avons lancé un certain nombre d'études depuis que nous sommes là, le château d'eau aurait été sans doute rénové. Mais les études techniques sur la structure même du bâtiment montraient qu'il n'était pas possible de le réparer à moindre coût et que même avec une dépense importante, nous n'étions pas sûrs au niveau du cuvelage de pouvoir assurer la solidité de l'ouvrage. Donc si vous aviez déposé, parce que c'est vous qui aviez fait déposer un permis de démolir à l'époque, c'est pas moi qui l'ai déposé, il existait, il était approuvé, accordé quand nous sommes arrivés. Donc voilà, ne nous jetons pas des arguments à la figure, nous sommes là pour assurer une certaine continuité sur des dossiers tels qu'ils ont été engagés. Et je vous l'ai déjà dit, si nous avions les mains totalement libres, il y a certaines choses que nous n'aurions peut-être pas fait comme elles ont été faites. Nous prenons des dossiers en cours, nous prenons des dossiers qui sont vivants, nous les poursuivons. J'avais ouvert ce débat sur la ruche, on s'en est un peu éloigné. Y a-t-il des questions sur la présentation qui vous a été faite? Non, je n'en vois pas. Bien, je vous remercie. Je vais faire une présentation de quelqu'un qui est dans le public. Oui, Monsieur Dupassieux. Oui, juste, est-ce qu'il y a des éléments financiers ou pas sur le coût de l'aménagement de la ruche? Là, un peu les données, oui, tout à fait. Oui, vous savez, chers collègues, que la situation de l'ancienne maison des Parcs en exploitation était une situation qui coûtait un peu plus de 200 000 € à la ville de Chambéry pour un nombre de visiteurs qui était à peine supérieur à 10 000 visiteurs les dernières années et qui était massivement composé de scolaires. C'est un des arguments qui a conduit à ce que l'on repositionne l'infrastructure. Et dans l'équilibre financier tel qu'il est prévu, il faut distinguer les investissements de la partie fonctionnement. En ce qui concerne les investissements, ce qui vous est présenté globalement porte sur 200 000 € de dépenses prévisionnelles. Je dirais, il y a tout ce qui est l'agencement, il y a l'adaptation de tout ce que sont les réseaux propres au rez-de-chaussée, même si vous avez noté que les équilibres des espaces en tant que tels ne sont pas touchés, hein, ce qui revient à réduire considérablement les coûts. Il y a donc, pour financer ces investissements qui sont amortis, une partie qui est la principale d'ailleurs, hein, pour plus de la moitié,
qui relève des occupants sur la partie commerciale, qui vont donc financer ça en fonction des mètres carrés utilisés pour près de 130 000 euros. Le reste est réparti en investissement et en amortissement sur la ville, pour ce qui relève de la charge, entre guillemets, du propriétaire pour 40 000 euros, et également avec un financement, je parle sous le contrôle de Josiane Beau, du CDDRA, qui avait inscrit ce crédit en investissement lorsqu'il était dans sa forme précédente, et vous savez que la région Rhône-Alpes, sur l'année, maintient les investissements tels qu'ils avaient été prévus dans le cadre des CDRA. Sur le fonctionnement, et sous réserve que celui-ci soit parfaitement affiné, les orientations que nous avons aujourd'hui, c'est qu'entre les loyers, la partie qui concerne la vente des produits, nous serons sur un petit équilibre. Cela dépendra de la manière dont le site démarrera. Mais en aucun cas, Monsieur le maire, nous nous retrouverons dans les cas des déficits passés. Donc finalement, cette ruche, c'est comment rebondir en mettant au goût du jour un camp de base qui traite des enjeux d'outdoor qui sont si présents ici et qui sont force d'attractivité, sans que en faisant de sorte que ça coûte bien moins d'argent et que ça contribue et participe du rétablissement des finances de notre ville. J'ajoute que vous aviez engagé le projet avec un partenariat qui portait sur 3 ans, avec un certain nombre de partenaires, je pense en particulier au Parc national vanoise et aux parcs régionaux, et que compte tenu des restrictions financières qui sont accordées, entre guillemets, à ces structures comme à toutes les structures publiques, elle nous avait fait savoir qu'elle ne participerait plus financièrement au coût de fonctionnement de la structure. Donc vous avez parfaitement en tête ce qu'était la participation du parc de la Vanoise, du parc des Bauges et du parc de Chartreuse. Il n'était pas question que ce soit la ville de Chambéry qui récupère cette charge à leur place, d'où la nécessité de trouver des nouveaux partenaires. Et vous avez suffisamment l'expérience de ce qu'est le montage de dossier pour dire qu'il y a 3 mois, le montage de dossier n'était pas bouclé et que l'été a permis d'achever son montage, de clarifier l'ensemble des questions juridiques qui se posaient, ce qui nous permet de vous le présenter aujourd'hui. Mais ce dossier ne suppose pas une délibération du conseil municipal. Voilà. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Je voulais saluer dans le public, puisqu'il est arrivé à Chambéry, M. Cotterman, qui sera à partir de la semaine prochaine le nouveau directeur général des services techniques. Il était jusque-là le directeur général adjoint des services techniques de la ville du Havre. Bienvenue donc parmi nous. Je vous propose, chers collègues, d'ouvrir le conseil en traitant le premier point qui est à l'ordre du jour. Alors,